La cloche au-dessus de la porte de l'apothicaire ne sonnait plus juste depuis des années. Elle produisait un son plat et las. C'était plus un cliquetis qu'un carillon. Et Margaret Slade l'entendait 40 fois par jour, sans jamais penser à la réparer. Elle était derrière le comptoir quand la cloche a sonné ce jeudi matin. Elle broyait de la lavande séchée, en une poudre assez fine pour la poitrine de la vieille Madame Peck. Et elle n'a pas levé les yeux. Elle n'a pas levé les yeux, car elle avait appris à 23 ans que regarder un client trop vite lui coûtait quelque chose. Ça lui coûtait cette demi-seconde de préparation. Le temps dont une femme pauvre a besoin pour composer son visage, pour lui donner la forme que le monde attend. Agréable, serviable, reconnaissante de la clientèle. Pas trop fière pour une fille qui tient seule une boutique d'apothicaire. Dans un village qui a presque oublié sa présence. Lavande ou camomille? Dit-elle en direction du comptoir. Ni l'un ni l'autre, dit une voix d'homme. Je viens pour la teinture que vous avez préparée pour la toux du garçon Hadley. Alors, elle a levé les yeux. Il était grand, simplement vêtu d'un manteau sombre, usé au coude. Il portait des bottes brunes qui avaient beaucoup marché. Pas de chapeau. Ses cheveux étaient foncés, presque noirs, et avaient besoin d'une coupe. Son visage était mince et impassible. Le genre de visage qui ne laisse rien paraître intentionnellement. Ses yeux étaient gris, le gris des galets en hiver, et il la regardait d'une manière qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Elle l'avait déjà vu. Il venait tous les jeudis, ou presque. Il achetait de petites choses, un sachet d'écorce de saule, une boîte d'onguents. Une fois, une bouteille du cordial de fleurs de sureau qu'elle préparait chaque septembre. Il était poli et silencieux, et payait sans marchander. Elle avait décidé il y a quelques mois qu'il était un agent immobilier, ou peut-être un géomètre. Envoyé dans le Nord pour une longue affaire qui l'obligeait à passer par Thornfield une fois par semaine. Son nom, lui avait-il dit, était Monsieur Hale. Elle n'avait pas songé à le remettre en question. Pourquoi l'aurait-elle fait? Des hommes allaient et venaient à Thornfield par la route de Whitby. Ils s'arrêtaient pour un repas au Crown, achetaient ce dont ils avaient besoin et continuaient leur chemin. Elle n'avait pas le luxe de la curiosité. Elle avait des comptes à tenir et un toit qui fuyait. Et un village qui avait besoin de ses remèdes. Et personne au monde pour les fournir à part elle-même. Le garçon Hadley, dit-elle. La toux va mieux alors. Beaucoup mieux. Sa mère dit que la teinture a cassé le plus gros de la toux en 2 nuits. Monsieur Hale posa ses mains sur le comptoir. C'était de belles mains, remarqua-t-elle. Ce n'était pas la première fois. Grandes, propres, capables. Pas des mains de commis. Pas assez douces pour un homme qui ne faisait que tenir des livres. Elle m'a demandé de vous remercier. Elle serait venue elle-même, mais le bébé la retient. Madame Hadley a toujours eu trop d'enfants et pas assez de mains, dit Margaret, et elle se remit à son broyage. Dites-lui de garder le garçon au chaud et au sec 1 semaine de plus. Si la toux revient, je ferai une préparation plus forte. La première était volontairement douce. Il n'a que 4 ans. Vous l'avez dosé pour son âge. Elle lui jeta un coup d'œil. C'était une chose étrange à dire pour un client. La plupart des gens prenaient la bouteille et partaient. Ils ne demandaient pas comment le remède était fait. Pas plus qu'ils ne demandaient comment le pain était cuit. Je dose tout en fonction de la personne. Elle dit, un enfant n'est pas un petit adulte. Ses poumons n'ont pas fini de grandir. Donnez-lui ce que prend un homme adulte, et vous arrêterez la toux en arrêtant la respiration. Mon père m'a appris ça. Votre père était l'apothicaire avant vous. Il l'était. Il est mort il y a 3 hivers. Elle le dit. De la même manière qu'elle disait tout ce qui concernait son père. Simplement, sans fioriture. De la manière dont on annonce le prix d'une chose. J'étais son apprenti depuis que je savais tenir un pilon. Il n'avait pas de fils. Il m'avait, moi, et il m'a appris tout ce qu'il savait. Et quand il est mort, j'ai gardé la boutique, parce que le chirurgien le plus proche est à 11 miles, à Kell, et le médecin le plus proche est à York. Et les gens de ce village ne peuvent pas aller à York chaque fois qu'un enfant a le croup. Elle posa le pilon. Pardonnez-moi, vous n'êtes pas venu pour une conférence sur la médecine de campagne. Non, dit M. Hale, mais je suis heureux d'en avoir eu une. Quelque chose bougea au coin de sa bouche. Pas tout à fait un sourire. L'endroit où un sourire se tiendrait s'il en avait la permission. Puis ce fut parti, et il regardait les étagères derrière elle, avec cette attention calme et soignée qu'elle avait déjà remarquée. « De quoi avez-vous besoin aujourd'hui » demanda-t-elle. « De l'écorce de saule, dit-il. Et quelque chose pour un mal de tête qui ne passe pas. Le vôtre, le mien. » Elle l'étudia un instant. Il avait bonne mine.
Ses yeux étaient clairs, mais il y avait une tension sur son front. Le genre de tension qui ne vient pas de la maladie, mais du fait de porter trop de choses pendant trop longtemps. Ce n'est pas un mal de tête, dit-elle. C'est une habitude de serrer la mâchoire. Vous le faites maintenant, quand vous pensez que personne ne regarde. Le muscle ici, elle toucha sa propre tempe, se tend comme une corde d'arc, et la douleur s'enroule autour. L'écorce de saule l'atténuera. Elle ne la guérira pas. Le remède est d'arrêter de tenir si fermement ce que vous tenez. Il la regarda, et pendant un instant sans défense, son visage s'ouvrit, comme une porte s'ouvre quand le vent la prend. Et elle vit derrière le calme soigné, quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à voir sur le visage d'un agent immobilier. De la surprise, une vraie surprise. La surprise d'un homme qui n'avait pas été lu aussi clairement depuis très longtemps. « Vous êtes très direct, mademoiselle Slade, dit-il. Je suis apothicaire, monsieur Hale. Si vous vouliez des manières agréables, vous auriez dû aller chez la modiste. » Il sourit alors, vraiment, et cela changea tout son visage. Ça le rendit plus jeune et moins sur ses gardes, et brièvement, étonnamment humain. Elle se détourna pour mesurer l'écorce de saule, parce qu'elle se rendit compte qu'elle ne savait pas trop quoi faire de ce sourire, et elle n'était pas une femme qui aimait ne pas savoir quoi faire des choses. Il paya. Il le remercia. Il sortit dans la matinée de jeudi, et la cloche plate et lasse cliqueta derrière lui. Et Margaret Slade continua de broyer la lavande pour la poitrine de Madame Peck. Elle ne repensa pas à lui ce jour-là. Ou plutôt, elle pensa à lui une fois, brièvement, pendant qu'elle couvrait le feu ce soir-là. Elle pensa au presque sourire et à la mâchoire serrée, et aux mains qui n'étaient pas des mains de commis. Et elle se dit fermement que ce n'était pas ses affaires ce qu'un homme de passage portait sur son visage, et qu'elle avait bien assez à porter sur le sien. Elle avait raison sur ce point. Elle portait beaucoup de choses. La boutique avait été à son père. Elle se trouvait au bout de la rue principale de Thornfield. Un bâtiment en pierre avec une fenêtre en saillie et une porte bleue qui avait besoin d'être repeinte depuis 2 ans. À l'intérieur, c'était propre et bien rangé. De la manière particulière d'une femme qui ne peut se permettre de rien gaspiller. Pas un grain de poudre, pas une minute de jour, pas une seule erreur. Elle vivait au-dessus. 2 pièces, plafond bas, froid en hiver. Un lit, une chaise, une étagère avec les livres de son père. Un petit bureau où elle tenait ses comptes d'une écriture si claire et régulière qu'elle aurait pu être imprimée. Les comptes étaient le seul endroit dans sa vie où les chiffres lui disaient la vérité. Et la vérité, lui disait-il, n'était pas tendre. La boutique ne rapportait pas. Elle n'avait pas rapporté depuis 1 an. Le village était trop pauvre et trop petit. Et les gens qui y vivaient, bien qu'ils aient besoin d'elle, ne pouvaient pas toujours la payer. Elle prenait des œufs quand ils en avaient, et des travaux de couture quand ils en avaient. Et le silence quand ils n'avaient rien du tout. Et elle avalait le silence et disait que c'était assez. Ce n'était pas assez. Le loyer était dû, le toit fuyait, les fournitures dont elle avait besoin de York devenaient plus chères chaque trimestre. Et la route entre Thornfield et la Grande Route empirait chaque hiver, si bien que le transporteur facturait de plus en plus cher pour les amener. Au pire du dernier hiver, elle avait pensé à abandonner, à aller elle-même à York et à se louer comme gouvernante ou dame de compagnie, c'est-à-dire louer la seule partie d'elle-même que le monde achèterait et enfermer le reste. Une femme qui connaît le latin et le prix de l'avoine et la manière de réduire une fracture n'est pas, aux yeux du monde, une femme du tout. C'est une bizarrerie. Le monde achètera ses travaux d'aiguille et sa patience. Il n'achètera pas son savoir, qu'il donne gratuitement ou pas du tout. Elle n'avait pas abandonné. Elle n'avait pas abandonné parce qu'elle ne pouvait finalement pas imaginer le village sans la porte bleue. Elle ne pouvait pas imaginer Madame Peak parcourant 11 milles pour sa poitrine. Elle ne pouvait pas imaginer le garçon Hadley toussant toute la nuit, sans personne de plus proche que York qui sache comment l'arrêter. Alors elle est restée. Elle est restée, et elle a compté ses sous, et elle a serré la mâchoire, bien qu'elle ne sût pas qu'elle le faisait. Et la cloche plate et lasse sonnait 40 fois par jour, et elle levait les yeux à chaque fois avec son visage composé, et elle donnait au village ce dont il avait besoin, et elle ne demandait rien. Et elle était, bien qu'elle ne l'aurait jamais dit, très fatiguée. C'était Margaret Slade à 23 ans. C'était la femme que M. Hale voyait de l'autre côté du comptoir chaque jeudi. Et c'était la femme à qui il ne disait pas la vérité. Et la raison pour laquelle il ne la lui disait pas était à la fois simple et impardonnable, et il le savait. Son nom n'était pas Hale.
Son nom était Nathaniel Ashworth, et il était le 7e duc de Calder. Et il possédait tout Thornfield et chaque pierre, chaque champ et chaque locataire sur 20 miles à la ronde. Et il venait au village en manteau simple chaque jeudi depuis près d'1 an. Et pas une seule âme ne l'avait jamais reconnu. Il n'avait jamais vu son visage. C'était la simple raison. La grande demeure appelée le manoir se trouvait à 8 miles au nord du village, niché au cœur de son propre parc, derrière un mile d'avenue de tilleuls. Le vieux duc, le père de Nathaniel, n'était pas descendu au village au cours de la dernière décennie de sa vie. Il avait gouverné par l'intermédiaire de son intendant, un homme nommé Ferris, et Ferris avait gouverné avec sa propre autorité, qui était absolue, et qui était, comme Margaret Slade aurait pu vous le dire si quelqu'un avait pensé à le lui demander, malhonnête. Le vieux duc était mort il y a 18 mois. Nathaniel avait hérité du titre à 31 ans après une décennie à Londres, d'abord au barreau, puis à la Chambre des Lords, où il avait siégé dans des comités, et parlé de la réforme du drainage, et avait été, à sa manière prudente et silencieuse, utile à un grand nombre de personnes. Qui n'avait jamais vraiment remarqué à quel point il était utile? Il était venu dans le Nord pour prendre possession d'un domaine dont il se souvenait à peine. Il était un garçon de 12 ans quand sa mère est morte. Son père l'avait envoyé au Sud à l'école la même année. Il était revenu pour les vacances, de moins en moins au fil des ans, et chaque fois, la grande demeure lui avait semblé plus froide et plus vide, et son père plus distant, jusqu'à ce que finalement les vacances cessent complètement, et la maison devint un nom sur une lettre. Et le domaine devint une colonne de chiffres envoyée trimestriellement par un intendant qu'il n'avait jamais rencontré. Puis son père est mort, et Nathaniel est venu dans le Nord. Et il a trouvé ce qu'un homme trouve quand il a laissé une chose trop longtemps entre les mains de quelqu'un d'autre. Ferris volait. Ce n'était pas le petit vol opportuniste d'un domestique empochant des cuillères. C'était le vol patient, méthodique, à l'encre et au papier, d'un homme à qui on avait donné toutes les clés et qui les avait utilisées. Les loyers étaient plus élevés que ce que les locataires croyaient. Les réparations étaient facturées et jamais effectuées. Les comptes du domaine, ceux que Ferris montrait à l'avoué chaque trimestre, étaient une œuvre de fiction, aussi soignée et plausible que n'importe quel roman sur une étagère de bibliothèque de près. Derrière eux, dans une deuxième série de livres que Ferris gardait sous clé dans son propre bureau, se trouvait la vérité. Et la vérité était que le manoir de Calder avait été saigné pendant une décennie, par un homme qui souriait et portait du beau linge, et appelait les locataires par leur prénom. Et il n'avait jamais élevé la voix. Nathaniel avait trouvé les 2e livres en 1 mois. Il avait renvoyé Ferris en 2. Il avait passé l'hiver à éplucher les comptes, ligne par ligne, seul dans le bureau froid du domaine, apprenant les dimensions exactes de sa propre négligence. Il n'était pas un imbécile. Il savait que la négligence était autant la sienne que celle de son père. Il avait été à Londres à faire des discours sur le drainage et l'aide aux pauvres, et sur les devoirs de la classe des propriétaires terriens, pendant que ses propres locataires étaient pressurés, et que ses propres chaumières pourrissaient, et que son propre village mourait d'une mort lente, silencieuse et invisible au bout d'une mauvaise route. Il ne se le pardonnait pas. Il n'était pas le genre d'homme à se pardonner facilement. Il était le genre d'homme qui serre la mâchoire et porte le poids d'une chose, jusqu'à ce que le portage devienne une sorte de pénitence, et que la pénitence devienne une habitude, et que l'habitude devienne l'homme. Mais il voulait comprendre ce qu'il avait. Il voulait le voir non pas depuis la grande demeure, non pas à travers les rapports d'un intendant, non pas du dos d'un cheval lors d'une visite organisée pour lui. Il voulait entrer dans le village et n'être personne, et le voir tel qu'il était. Alors il avait mis un manteau simple et avait descendu la route de Thornfield un jeudi matin, et il était entré dans la boutique de l'apothicaire, au bout de la rue principale. Et une jeune femme aux cheveux sombres et aux yeux gris et calmes lui avait vendu un sachet d'écorce de saule, et lui avait dit, sans la moindre déférence ni la moindre crainte, que la route de Kell était une honte, et que quelqu'un devrait la réparer. Elle n'avait pas su qui il était. Elle n'avait pas composé son visage pour lui. Elle lui avait parlé comme elle parlait à chaque homme qui passait sa porte, c'est-à-dire simplement et en égal, et avec une franchise qu'il avait traversée comme de l'eau froide par une chaude journée. Il était revenu le jeudi suivant, et le suivant, et chaque jeudi depuis. Il se disait que c'était le village qu'il allait voir, et il était vrai qu'il en apprenait plus sur Thornfield lors de ses promenades hebdomadaires, qu'il n'en avait appris en 6 mois de rapport de domaine. Il apprenait quelle chaumière fuyait
et quelle clôture était tombée. Il apprenait quelle famille était en difficulté, et quels commerçants étaient honnêtes et lesquels ne l'étaient pas. Mais il apprenait tout cela d'elle. Il l'apprenait parce qu'elle était la personne à qui tout le village apportait ses problèmes, et elle les connaissait tous. Et elle lui disait, sans le soupçonner, toute la vérité sur son propre domaine. Jeudi après jeudi, de l'autre côté du comptoir d'une boutique qu'il possédait. Et qu'elle ne savait pas qu'il possédait. Il aurait dû le lui dire. Il savait qu'il aurait dû le lui dire. Dès le tout premier matin, il le savait. Mais il se passait quelque chose dans cette boutique. Une chose qu'il n'avait ressentie dans aucune pièce à Londres, dans aucune grande demeure, dans aucun salon où son titre entrait avant lui, et recomposait chaque visage dans la pièce avant même qu'il n'ait ouvert la bouche. Elle lui parlait comme s'il était un homme. Pas un duc, pas un titre, pas une fortune. Un homme avec une mâchoire serrée et un mal de tête, qui avait besoin d'écorce de saule, et n'était pas trop fier pour qu'on le lui dise. On l'avait regardé chaque jour de sa vie depuis l'âge de 12 ans, et il n'était connu de personne de vivant. Sauf peut-être de sa grand-mère, qui était mourante. La grand-mère? Il faut que je vous parle de la grand-mère. La duchesse douairière de Calder s'appelait Constance, et elle avait 79 ans. Et elle était la dernière chose honnête dans la grande demeure, à part la pierre dont elle était construite. Elle était petite et féroce, et aux cheveux d'argent. Et elle avait regardé son petit-fils venir dans le nord avec la satisfaction sinistre d'une femme qui disait « Je vous l'avais bien dit depuis une décennie », et qui avait finalement eu raison. Elle avait dit à son fils de renvoyer Ferris. Elle le lui avait dit il y a 10 ans. Il n'avait pas écouté, parce qu'il n'avait pas voulu entendre ce que sa propre maison faisait, et parce qu'il est plus facile de faire confiance à un intendant souriant que de regarder une chose en face, et de la voir pour ce qu'elle est. Elle avait vu la maison décliner. Elle avait vu le village décliner. Elle avait regardé depuis la fenêtre de son salon au manoir de Calder, tandis que l'avenue de Tilleul devenait plus hirsute, et que le mur du parc s'effritait, et que les chaumières des locataires au bord du domaine passaient de pauvres à désespérés. Elle avait fait ce qu'elle pouvait. Elle avait envoyé des paniers aux malades. Elle avait payé de son propre douaire le salaire de l'institutrice quand le domaine avait cessé de le payer. Elle avait réparé ce qui était à sa portée et pleuré sur ce qui ne l'était pas. Maintenant, son petit-fils était là, et l'intendant était parti. Et les vrais livres étaient ouverts, et la ruine était évidente. Elle en était heureuse, de la manière féroce des vieilles femmes qui ont survécu à leur patience. Elle voulait, avant de mourir, voir la maison remise en ordre. Elle voulait voir son petit-fils prendre ses marques sur la terre que sa famille tenait depuis 200 ans. Elle voulait le voir arrêter de se punir assez longtemps pour vivre. Et elle avait remarqué, avec les yeux perçants d'une femme qui n'avait plus grand-chose à faire que de remarquer les choses, que son petit-fils sortait chaque jeudi matin en manteau simple. Elle revenait chaque jeudi soir, ressemblant très légèrement moins à un homme portant une pierre qu'il ne pouvait poser. Elle n'avait rien dit à ce sujet pendant 3 mois. Puis un soir, pendant la partie de cartes, qu'elle le forçait à jouer avec elle, parce qu'elle ne supportait pas d'être seule avec sa propre mort. Elle posa sa main et dit « Vous allez au village le jeudi ». Il ne le nia pas. Déguisé, si j'ai bien compris, comme dans un mauvais roman. Les yeux de la vieille femme brillaient d'une lueur qui n'était pas tout à fait de l'amusement. « Pour qui vous faites-vous passer ?»« Personne, dit-il. C'est tout l'intérêt. Personne n'achète de l'écorce de saule chaque semaine à une fille qu'il ne nommera pas à dîner. Vous avez mentionné l'apothicaire 3 fois ce mois-ci. Vous n'avez mentionné aucune autre boutique dans le village. Il ne dit rien. Son nom est Slade, dit la douairière. Margaret Slade. Son père était l'apothicaire avant elle. C'était un homme bon. Il m'a remis le bras une fois il y a 30 ans, quand je suis tombé d'un cheval que j'étais trop vieille pour monter. Il a été doux, et il ne m'a pas fait payer. Et quand j'ai envoyé de l'argent après, il l'a renvoyé avec une note qui disait « Un voisin ne facture pas un voisin ». Je m'en suis souvenu depuis. Elle reprit ses cartes. « Que lui avez-vous dit? Que mon nom est Hale. Alors vous lui avez menti. » « Oui. Et vous lui mentez depuis combien de temps? Dis-moi. » La vieille femme posa de nouveau sa main, cette fois avec un petit clic sec des cartes sur la table. « Nathaniel, j'ai vécu assez longtemps pour savoir qu'un homme ne parcourt pas 8 miles chaque semaine pour acheter de l'écorce de saule à une fille à qui il a menti pendant 10 mois, sauf s'il est soit fou, soit amoureux. Et vous n'êtes pas fou? » Il ne répondit pas. Le feu crépita dans l'âtre. Quelque part dans la grande maison froide, une horloge sonna 9 heures. « Je ne suis pas amoureux, dit-il enfin. Et même en le disant, il entendit le mensonge dans sa voix. Petit, clair et indubitable. « Non,
dit sa grand-mère. Bien sûr que vous ne l'êtes pas. Vous passez simplement chaque jeudi de votre vie dans une boutique de village à parler à une femme qui ne connaît pas votre nom, apprenant les affaires de votre propre domaine d'une personne à qui vous n'avez pas jugé bon de confier la vérité sur qui vous êtes. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la lâcheté portant le manteau de l'amour. Elle le regarda par-dessus les cartes, et son vieux visage n'était pas méchant, mais il n'était pas doux non plus. C'était le visage d'une femme qui a vu trop de bonnes choses mourir de silence pour en laisser une autre partir sans la nommer. « Dites-le lui, dit-elle, avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'elle ne l'apprenne de quelqu'un qui n'est pas vous. Et elle l'apprendra, Nathaniel. Le monde est très petit, et vous êtes un très mauvais menteur. Et un jour, un palefrenier traversera le village, ou un commerçant montera de York. Et quelqu'un verra votre visage à une fenêtre et vous nommera. Et alors elle saura. Et ce qu'elle saura, ce n'est pas que vous êtes un duc. Ce qu'elle saura, c'est que vous êtes un homme qui l'a laissé lui parler en égal pendant 10 mois, et qui n'a jamais eu le courage de lui dire qu'elle ne l'était pas. Le feu se consumait. Nathaniel resta assis avec les cartes à la main et ne dit rien du tout, parce qu'il n'y avait rien à dire. Sa grand-mère avait raison, et elle le savait, et il le savait, et ce savoir pesait en lui comme une pierre avalée. Nous allons faire une très courte pause. Si vous ne voulez pas manquer les nouvelles histoires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Le printemps arriva tôt cette année-là, et il arriva fort. Il arriva avec de la pluie. 3 semaines de pluie, continue et implacable. Le genre de pluie qui ne tombe pas tant qu'elle ne s'installe. Comme une couverture de laine grise sur toute la vallée. Le ruisseau de Thornfield monta, brun et brillant. La route de Kell se transforma en boue. Le pont au bas du village, qui était en mauvais état depuis 5 ans, développa une fissure dans son pilier le plus proche. Une fissure qui s'élargissait d'1 pouce par jour. Margaret surveillait le pont comme un médecin surveille un patient qu'elle ne peut se permettre de perdre. La moitié du village se trouvait de l'autre côté. La chaumière des Hadley était de l'autre côté. L'école était de l'autre côté. Si le pont cédait, Thornfield serait coupé en 2, et la moitié éloignée serait seule avec ses malades, ses vieillards et ses enfants, et personne pour les atteindre. Elle en parla à M. Hale le 3e jeudi de pluie. « Le pont ne tiendra pas, dit-elle, en emballant son écorce de saule dans du papier. Je l'ai dit à M. Fenwick au Crown, et je l'ai dit au Marguillier, et j'ai écrit au domaine, et personne n'a répondu. Écrit au domaine, dit-il prudemment, au manoir de Calder, à quiconque le gère maintenant. Le vieil intendant est parti, dit-on. Il y a un nouveau duc, mais personne ne l'a jamais vu. Il vit à Londres, ou dans la maison, ou sur la lune, pour ce que nous en savons. J'ai écrit 3 lettres en 6 mois. Aucune n'a reçu de réponse. Elle noua le paquet d'un coup sec. Le pont est la responsabilité du domaine. C'est dans le bail. Mon père m'a lu le bail, quand j'avais 14 ans. Le domaine entretient le pont, la route et le drainage du pré-bas. Ils n'ont entretenu aucun des 3 en 10 ans. Peut-être que les lettres ne sont pas arrivées. Elles sont arrivées. J'ai payé le port. Le transporteur a confirmé qu'elles avaient été livrées à la maison. Elle le regarda, et ses yeux gris n'étaient pas en colère. Pas tout à fait, mais ils étaient droits et calmes et totalement sans peur. Le duc de Calder doit un pont à ce village, M. Hale. Il lui doit une route et un drain et un toit d'école. Et bien d'autres choses que l'intendant d'un homme riche a laissé pourrir pendant une décennie. Tandis que l'homme riche regardait ailleurs. Je me fiche de savoir s'il est méchant ou seulement négligent. Le résultat est le même. Le pont se fissure et l'eau monte. Et personne dans cette grande maison n'a daigné répondre à une lettre d'une femme qui tient une boutique d'apothicaire. Il était très immobile. Elle le regarda et ne put lire son visage, ce qui était inhabituel, car elle était douée pour lire les visages. C'était son métier. Un patient vous dit avec son visage ce qu'il ne vous dira pas avec sa bouche. Mais le visage de cet homme était devenu de pierre. « Je suis désolé, dit-il enfin, et sa voix était rauque. Ne soyez pas désolé. Soyez utile. Vous êtes un homme d'affaires. Vous parcourez le pays. Si vous connaissez quelqu'un au manoir de Calder, quelqu'un qui a l'oreille de ce duc invisible, dites-lui que le pont ne tiendra pas 1 mois de plus. Dites-lui que quand il cédera, l'autre côté du village sera coupé du monde. Et si un enfant est malade dans la nuit, je ne pourrai pas l'atteindre. Dites-lui ça. » Elle poussa le paquet sur le comptoir. 1 shilling et 6 pence pour l'écorce de saule. Il paya. Il partit. La cloche plate cliqueta. Elle retourna à son travail. Il alla au pont. Il y alla directement sous la pluie dans son manteau simple.
et il se tint sur la rive la plus proche, et regarda la fissure dans le pilier. Et il vit qu'elle avait raison. Elle avait exactement raison. Le pilier s'était déplacé sur ses fondations. Le mortier s'effritait. Dans un mois ou 2 ou 3, la crue du printemps l'emporterait, et le pont céderait, et tout ce qu'elle avait dit se réaliserait. Il se tint sous la pluie et regarda son propre pont qu'il possédait, et que son intendant avait laissé pourrir, et que son père n'avait jamais pris la peine d'inspecter, et que lui-même, en 18 mois de vie à 8 miles de là, n'était jamais descendu voir. 3 lettres. Elle avait écrit 3 lettres. Il rentra au manoir de Calder et sortit le registre des lettres. Elles étaient là, toutes les 3, soigneusement classées par le nouveau secrétaire. Sans réponse, dans une pile de lettres similaires de locataires, de commerçants et de villageois. Toutes demandant des choses que le domaine devait et n'avait pas fournies. Toutes classées, et aucune n'avait été suivie d'effet. Parce que le nouveau secrétaire était un jeune homme prudent, qui ne souhaitait pas déranger sa grâce avec chaque petite affaire du village. Chaque petite affaire. Un pont qui transportait la moitié d'un village au-dessus d'un ruisseau en crue était une petite affaire. Une route qui coupait une communauté de son chirurgien était une petite affaire. Un toit d'école qui fuyait sur la tête des enfants était une petite affaire. Nathaniel s'assit dans le bureau du domaine avec les 3 lettres étalées devant lui. Son écriture était comme il s'y attendait. Claire, petite, régulière, sans fioriture. Chaque lettre était courtoise et exacte. Chacune exposait le problème, nommait la clause du bail, déclarait ce qui était dû et demandait une réponse. La 3e lettre, datée de 2 mois, se terminait par une seule phrase, qu'il lut 3 fois. « Je ne demande pas la charité. Je demande ce qui est dû, ce qui est une chose très différente. Et je serais reconnaissante si quelqu'un au manoir reconnaissait la différence. » Il resta longtemps assis avec cette lettre à la main. Puis il sonna le nouveau secrétaire et lui dit que le pont de Thornfield devait être réparé dans les 15 jours. La route refaite avant l'été. Le toit de l'école réparé avant la rentrée d'automne. Et le drainage du pré-bas nettoyé et rétabli dans son cours d'origine. Il lui dit que chaque lettre sans réponse dans le dossier devait recevoir une réponse avant la fin de la semaine. Personnellement, avec la propre signature du duc. Le secrétaire cligna des yeux et dit « Oui, votre grâce ». Il fit une pause. « Les lettres mentionneront-elles? » « Mentionnez quoi? »« La visite de votre grâce au village. » « Les locataires voudront peut-être savoir. » « Les lettres diront que les travaux sont ordonnés et seront faits. » Elles ne diront rien d'autre. Le secrétaire partit. Nathaniel resta assis, avec la lettre toujours à la main, et il pensa à ce que sa grand-mère avait dit. « Dites-le lui avant qu'il ne soit trop tard. » C'était déjà trop tard. Il le savait maintenant. 10 mois de silence avaient construit un mensonge trop grand pour être défait par une confession dans une boutique. Elle ne serait pas en colère qu'il soit un duc. Elle serait en colère qu'il l'ait laissé lui parler en égal, tout en sachant qu'il ne l'était pas. Elle serait en colère qu'il se soit tenu dans sa boutique semaine après semaine, et qu'il l'ait écouté fulminer contre la négligence de sa propre maison sans rien dire. Elle serait en colère, et elle aurait raison d'être en colère. Et la justesse de sa colère était la chose qu'il ne pouvait pas affronter. Alors il fit ce que font les lâches. Il fit le travail. Il répara le pont et la route et le toit. Il répondit aux lettres. Il fit tout ce qu'elle avait demandé au duc invisible. Et il le fit en tant que duc invisible. Et il continua d'aller au village chaque jeudi dans son manteau simple. Et il continua d'être Monsieur Hale. Et il continua de mentir à la seule personne au monde qui lui avait parlé comme s'il était simplement un homme. Le pont fut réparé en 12 jours. Le maçon descendit de quai avec 4 hommes et travailla sous la pluie. Margaret les regarda depuis la fenêtre de la boutique, étonnée. Elle ne s'attendait pas à une réponse, encore moins à une réparation. Elle avait écrit ses lettres dans le vide, de la manière dont une personne jette une corde dans l'eau sombre. Non pas parce qu'elle croit qu'elle attrapera quelque chose, mais parce qu'elle ne peut supporter de ne pas la jeter. « Quelqu'un a lu les lettres, dit-elle à M. Hale le jeudi suivant. Le pont est en cours de réparation. Le maçon dit que le domaine l'a envoyé. C'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle miraculeuse. J'avais abandonné. J'avais complètement abandonné tout espoir envers quiconque vit dans cette maison. Peut-être qu'il écoutait depuis le début, dit M. Hale doucement. Peut-être. Ou peut-être que quelqu'un lui a fait honte. Je me fiche de savoir lequel. Le pont tiendra. C'est tout ce que je voulais. Elle le regarda de l'autre côté du comptoir, et quelque chose sur son visage s'adoucit.
de la manière dont une corde tendue se détend quand le poids sur elle diminue. Vous avez parlé à quelqu'un, n'est-ce pas? Vous connaissez quelqu'un au manoir. J'ai peut-être mentionné le pont. Vous l'avez fait. Je sais que vous l'avez fait. Monsieur Hale, vous êtes un homme bon, et vous ne souhaitez pas être remercié pour cela, et je respecterai ça. Mais je le dirai une fois. Merci. Vous avez sauvé plus qu'un pont. Vous avez sauvé ma foi, que quelqu'un dans cette maison peut entendre. Elle tendit la main par-dessus le comptoir et toucha la sienne. Ce fut un bref contact, le genre de contact qu'une personne donne quand la gratitude est trop grande pour les mots, et doit être dépensée en un seul petit geste. Ses doigts étaient chauds et rugueux par le travail, et le contact dura peut-être 2 secondes. Il le traversa comme la musique dont il se souvenait d'il y a longtemps, avant que sa mère ne meure et que la maison ne devienne silencieuse. Il quitta la boutique. Il remonta la route de Thornfield sous la pluie, et à mi-chemin de la colline, là où la route tourne vers la lande et où le village disparaît derrière la crête. Nathaniel Ashworth, 7e duc de Calder, s'arrêta de marcher et se tint sous la pluie, et comprit avec la clarté absolue d'un homme qui a finalement cessé de se mentir à lui-même, qu'il était amoureux d'une femme qui ne connaissait pas son nom. Il comprit autre chose aussi. Il comprit que lui dire la vérité ne le sauverait pas. Cela le détruirait. Non pas parce qu'elle le détesterait, bien qu'elle le pourrait, mais parce que la chose qu'il aimait, la chose qui l'avait réveillé après des années à porter une pierre qu'il ne pouvait poser, c'était la façon dont elle le regardait. Elle le regardait comme s'il était simplement un homme qui avait besoin d'écorce de saule. Elle le regardait sans déférence, sans calcul, sans la recomposition du visage que chaque autre personne dans sa vie effectuait au moment où elle apprenait ce qu'il était. S'il lui disait la vérité, ce regard mourrait. Et il ne savait pas s'il pourrait survivre à sa mort. Alors il continua. Que Dieu l'aide, il continua. L'été vint, le pont tint, la route fut refaite. Pas parfaitement, mais assez bien pour que le transporteur cesse de facturer le double, et que le chirurgien de Kell puisse atteindre le village en moins d'1 heure. Le toit de l'école fut réparé, et le drainage du pré bas fut nettoyé, et l'eau se retira des champs bas pour la première fois en 5 ans. Et le foin rentra bon en août. Le premier bon foin dont quiconque dans le village pouvait se souvenir. Margaret remarqua tout cela. Elle le remarqua de la manière dont elle remarquait tout. Silencieusement, précisément, et avec un œil clair pour qui avait fait quoi et pourquoi. Le domaine s'est réveillé, dit-elle à M. Hale. Un jeudi chaud de juillet. Ils étaient dans le jardin derrière la boutique. Le petit carré de terre où elle cultivait ses herbes médicinales. Elle avait apporté 2 tasses de thé au soleil, et ils s'assirent sur le banc que son père avait construit. Et pour la première fois en 10 mois, elle n'était pas derrière le comptoir. Il y a un nouvel intendant, continua-t-elle. Un monsieur Brooke. Il a traversé le village la semaine dernière. Jeune, sérieux, très poli. Il a parcouru toute la rue principale et a écrit des choses dans un livre. Il m'a posé des questions sur le drainage. Il m'a posé des questions sur la route. Il m'a demandé s'il y avait autre chose que le domaine devait et n'avait pas fourni. Elle sirota son thé. Je lui ai donné une liste. Ce n'était pas une liste courte. J'imagine que non. Monsieur Hale, je vais vous dire une chose étrange. Le nouvel intendant m'a posé des questions que personne au manoir ne m'avait jamais posées. Il m'a demandé ce dont le village avait besoin. Pas ce que ça coûtait, pas ce qui était dans le bail. Ce dont il avait besoin, comme si quelqu'un lui avait dit de découvrir la vérité. Elle regarda les herbes qui poussaient en rangée, la lavande et la consoude et la grande camomille, le thym et la rue. Mon père disait qu'un bon médecin ne traite pas le symptôme, il traite le patient. Il découvre où se trouve la douleur et d'où elle vient. Et il ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas compris l'ensemble. Ce nouvel intendant, qui que soit celui qui l'a envoyé, fait quelque chose de très semblable. Il ne répare pas les choses une par une. Il essaie de comprendre tout le village. Je n'ai vu personne au manoir faire ça de mon vivant. Peut-être que le nouveau duc est un homme meilleur que son père. Peut-être. Ou peut-être qu'il a une meilleure conscience, ce qui n'est pas la même chose, Monsieur Hale. Un homme meilleur agit par amour. Une meilleure conscience agit par culpabilité. Le résultat peut sembler le même de l'extérieur. Mais l'intérieur est très différent. Et c'est à l'intérieur qu'une chose tient ou se brise. Il la regarda sous le soleil chaud, avec le thé dans ses mains habiles, et les herbes qui poussaient autour d'elle. Et il pensa qu'elle était la personne la plus sage qu'il ait jamais rencontrée, et la plus honnête, et la plus entièrement elle-même, et que chaque mot qu'elle venait de dire visait, sans qu'elle le sache,
le centre exact de sa poitrine. Elle avait raison. Il agissait par culpabilité. Il réparait le village parce qu'il l'avait laissé pourrir. Il répondait aux lettres parce qu'il les avait ignorées. Il construisait des routes et réparait des toits parce qu'une femme dans une boutique lui avait dit qu'il le devait. Et il avait eu trop honte pour lui dire que l'homme qu'elle grondait était l'homme qui buvait son thé. La culpabilité réparera un pont. Elle ne construira pas une vie. Il le savait. Il le savait de la même manière qu'il savait que le mal de tête n'était pas un mal de tête, parce qu'elle le lui avait dit. Elle avait un don pour nommer la vraie forme d'une chose. Et la vraie forme de ce qu'il faisait dans ce village chaque jeudi n'était pas de la bonté, c'était de la dissimulation. Il se cachait de son propre titre dans le seul endroit au monde où son titre ne pouvait pas le trouver. Il se cachait dans sa boutique, dans son jardin, dans le son de sa voix, dans la gravité simple et honnête de son visage. Et chaque semaine, la dissimulation devenait plus douce. Et chaque semaine, le mensonge empirait. La douairière le remarqua. Bien sûr, elle le remarqua. Elle remarquait tout. « Vous ne le lui avez pas dit », dit-elle un soir d'août pendant la partie de cartes. « Non. Le pont est réparé. La route est faite. Le toit de l'école tient. » Elle commencera à se demander qui a ordonné les travaux. Elle n'est pas une imbécile, Nathaniel. Elle remontera la piste jusqu'au manoir. Elle apprendra votre nom. Et alors elle comprendra que l'homme silencieux, qui achetait son écorce de saule et s'asseyait dans son jardin et buvait son thé, était le même homme qui a ignoré ses lettres pendant 6 mois, et qui possédait le toit au-dessus de sa tête, et n'a jamais dit un mot. Je sais. Et vous continuez. Je continue. La vieille femme posa ses cartes. Elle était plus mince maintenant. La maladie avait progressé pendant l'été. Silencieusement, comme le font les maladies chez les personnes âgées. Prenant un peu plus chaque semaine. Un peu moins de couleur, un peu moins de souffle. Un peu moins de la flamme féroce et brillante qui l'avait éclairée de l'intérieur pendant 79 ans. « Nathaniel, dit-elle, je vais mourir. Je ne le dis pas par pitié. Je le dis parce que c'est vrai, et parce que la vérité est la seule monnaie qu'il me reste, et je la dépense librement. Je vais mourir, et quand je serai parti, vous serez seul dans cette maison, et la maison sera très froide. Et vous souhaiterez, je vous le promets, lui avoir dit la vérité, quand j'étais encore là pour vous tenir la main, pendant que vous le faisiez. » Elle attrapa sa main alors, et ses doigts étaient minces et froids, et elle la serra avec une force qui le surprit. « Ne soyez pas l'homme que votre père était, dit-elle. Votre père n'était pas un mauvais homme, il était seulement un homme effrayé. Il avait peur de regarder son propre domaine et d'en voir la vérité. Alors il a donné les clés à un voleur souriant et s'est détourné. Vous avez regardé, vous avez vu la vérité, vous avez fait le travail. Ne vous arrêtez pas maintenant. Ne vous arrêtez pas à la seule porte qui compte le plus. » Il lui baisa la main. Il ne se sentait pas capable de parler. « Dites-le lui, dit la douairière. Non pas parce que vous lui devez la vérité, bien que ce soit le cas. Dites-le lui parce qu'elle est la seule personne au monde qui vous ait jamais parlé. Comme si vous valiez la peine qu'on vous parle. Et elle mérite de savoir à qui elle a parlé. Dites-le lui, parce qu'un homme qui se cache de la seule personne qui le voit clairement est un homme qui mourra seul dans une grande maison et appellera ça de la dignité. Et dites-le lui, Nathaniel, parce que j'aimerais beaucoup, avant de partir, savoir que mon petit-fils n'est pas un lâche. » Elle mourut 3 semaines plus tard, un matin clair de septembre, avec la lumière dorée qui entrait par la fenêtre de son salon, et la main de son petit-fils dans la sienne. Elle mourut comme elle avait vécu, vive, certaine et entièrement elle-même. Elle était la dernière chose chaleureuse dans la maison. Quand elle fut partie, la grande pile froide du manoir de Calder se referma sur Nathaniel comme un cercueil de pierre, et il comprit, debout dans le salon vide, avec les cartes toujours sur la table où elle les avait laissées, que sa grand-mère avait eu raison sur tout, et que le temps de le dire était passé, et que le temps de le dire était maintenant, et que ces deux choses étaient vraies à la fois, et que toutes deux le terrifiaient. Nous allons faire une très courte pause. Si vous ne voulez pas manquer les nouvelles histoires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ce ne fut pas Nathaniel qui le lui dit. Ce fut le village. Les funérailles de la douairière amenèrent tout le comté à l'église de Thornfield, parce que l'église de Thornfield était l'église de la famille Calder, et la douairière y avait été baptisée, mariée, et souhaitait y être enterrée. Et en cela, comme en toute chose, elle obtint ce qu'elle voulait. Margaret vit les calèches depuis la fenêtre de la boutique. Elle vit les portes armoriées, et la livrée, et la soie noire.
et la longue file de voitures de deuil remontant la rue principale. Et elle comprit avant que quiconque ne le lui dise que quelqu'un au manoir était mort, et que le village allait enfin rencontrer son duc. Elle mit sa bonne robe noire, celle qu'elle avait portée pour les funérailles de son propre père, et elle alla à l'église, parce que tout le village y allait, et parce que la douairière avait une fois, il y a 30 ans, envoyé de l'argent pour un bras cassé, et qu'on le lui avait renvoyé. Et le père de Margaret lui avait raconté cette histoire, et elle l'avait gardée. Elle se tint au fond de l'église. Elle était assez grande pour voir par-dessus les têtes devant elle. Et elle vit le cercueil porté, en chaîne simple, sans chichi, ce qu'elle apprécia. Et elle vit l'ecclésiastique aux cheveux d'argent qui lisait l'office. Et elle vit le banc à l'avant où la famille était assise. Il n'y avait qu'une seule personne dans le banc de la famille. C'était un homme grand en noir. Il était assis très immobile. Ses cheveux sombres étaient coupés, plus courts qu'elle ne les avait vus. Et il portait les vêtements simples et de bonne qualité d'un homme qui n'a rien à prouver à personne. Son visage était tourné à moitié loin d'elle, vers le cercueil, et elle pouvait voir la ligne de sa mâchoire, durement serrée, de la manière dont un homme serre la mâchoire quand il retient tout ce qu'il a derrière les dents. Elle connaissait cette mâchoire, elle connaissait sa ligne et sa tension, et la manière particulière dont elle se verrouillait contre les sentiments. Elle lui avait dit une fois, par-dessus un comptoir, que son mal de tête n'était pas un mal de tête, mais une habitude de trop serrer. L'église était très silencieuse. L'ecclésiastique lisait la leçon. L'homme grand dans le banc de devant ne bougeait pas. Et Margaret Slade, debout au fond de l'église, avec son cœur battant très fort contre ses côtes, comprit lentement, puis tout d'un coup, puis complètement, que M. Hale était le duc de Calder. Elle le comprit de la manière dont on comprend un mot dans une langue étrangère. Un mot qu'on a entendu pendant des mois, et qu'on vient seulement d'apprendre à traduire. Le mot avait été là tout le temps. Elle l'avait entendu dans ses mains, qui n'étaient pas des mains de commis. Elle l'avait entendu dans la façon dont il écoutait, entièrement, sans impatience, comme si ce qu'elle savait valait la peine d'être su. Elle l'avait entendu dans la gentillesse prudente et scrupuleuse d'un homme qui réparait un pont en 12 jours, et n'en prenait pas le crédit. Elle l'avait entendu et elle n'avait pas écouté, parce qu'elle n'avait pas cru qu'un duc viendrait à sa boutique en manteau simple, et achèterait de l'écorce de saule, et s'assiérait dans son jardin, et boirait son thé, et ne dirait rien, absolument rien, sur qui il était. L'office se termina. Le cercueil fut emporté. La congrégation se leva, et l'homme grand dans le banc de devant se leva avec eux. Et pour la première fois, il se tourna vers l'église, et ses yeux gris balayèrent les rangées de visages. Et ils trouvèrent les siens. Elle vit le moment où il la vit. Elle vit son visage changer. Elle vit le calme soigné se fissurer comme la glace se fissure sur un étang au premier dégel, une seule ligne parcourant toute sa surface. Elle le vit comprendre qu'elle savait. Elle ne détourna pas le regard, elle ne recomposa pas son visage, elle le regarda de la manière dont elle l'avait toujours regardé. Simplement, directement, comme une personne en regarde une autre. Et puis elle se tourna et sortit de l'église dans la lumière de septembre. Elle rentra chez elle. Elle ferma à clé la porte de la boutique. Elle s'assit sur la chaise derrière le comptoir. Et elle posa ses mains à plat sur le bois. Et elle respira. Elle ne pleura pas. Elle n'était pas une femme qui pleurait facilement. Elle avait enterré ses 2 parents les yeux secs, parce qu'il n'y avait eu personne d'autre pour gérer les arrangements. Et quelqu'un devait être stable. Elle était stable maintenant. Elle était stable de la manière dont une personne est stable. Après qu'on vient de lui dire que le sol sur lequel elle se tient n'est pas le sol qu'elle pensait. Elle pensa à chaque jeudi pendant 10 mois. Elle pensa à l'écorce de saule et à la teinture et au thé dans le jardin. Elle pensa au pont et à la route et aux lettres qu'elle avait écrites. À un homme qui se tenait de l'autre côté de son comptoir et ne disait rien. Elle pensa à la façon dont il avait écouté. La façon dont il s'était penché légèrement en avant quand elle parlait du village. La façon dont il lui avait posé des questions. De petites questions prudentes. Comme s'il assemblait l'image de quelque chose qu'il avait désespérément besoin de voir. Elle comprenait maintenant ce qu'il avait fait. Il avait appris à connaître son propre domaine par la bouche d'une femme, qui ne savait pas qu'elle le lui enseignait. Il s'était tenu dans sa boutique semaine après semaine. Et l'avait laissé lui dire la vérité sur sa propre négligence. Et il n'avait pas dit « je sais ». Je suis l'homme qui a laissé faire. Je suis désolé. C'était ça qui faisait mal. Pas le titre, pas l'argent.
Pas la grande demeure sur la colline qu'elle n'avait jamais vue et ne verrait jamais. Ce qui faisait mal, c'était qu'il l'avait laissé être honnête avec lui. Et il n'avait pas été honnête en retour. Elle lui avait ouvert tout son cœur. Elle lui avait parlé de son père, et de la boutique, et de la dette, et du village, et du pont, et des lettres auxquelles personne ne répondait. Elle avait ouvert la seule vraie porte en elle. La porte qu'elle gardait fermée au monde. Parce que le monde ne veut pas d'une femme qui en sait trop et ressent trop profondément. Et demande ce qui est dû au lieu de ce qui est donné. Elle avait ouvert cette porte parce qu'elle pensait qu'ils se tenaient du même côté. Elle avait pensé qu'ils étaient pareils. Deux personnes simples et silencieuses, faisant leur travail et ne demandant rien, et s'en sortant. Et pendant tout ce temps, il avait été un duc, l'homme le plus riche du comté, l'homme qui possédait sa boutique, son toit, son village, sa route, son pont. L'homme à qui elle avait écrit 3 lettres et n'avait reçu aucune réponse. Elle s'assit, les mains à plat sur le comptoir, et regarda la cloche plate et lasse au-dessus de la porte. Et elle pensa qu'elle ne s'était jamais sentie aussi complètement idiote de sa vie. Il vint le jeudi suivant. Elle avait su qu'il viendrait. Elle entendit la cloche et leva les yeux. Et il était là, dans son manteau simple, comme si rien n'avait changé, comme si les funérailles n'avaient pas eu lieu, comme si elle ne s'était pas tenue dans une église, et n'avait pas regardé tout l'édifice soigné de M. Hale s'effondrer. « Mademoiselle Slade, commença-t-il. « Votre grâce, dit-elle. » Les mots tombèrent entre eux comme des pierres. Il tressaillit. Elle le vit tressaillir, et elle en fut heureuse. Et elle n'était pas fière d'être heureuse. « Vous savez, dit-il, je sais. Tout le village sait. Ils le savent depuis les funérailles. La seule personne à Thornfield qui ne connaissait pas le duc de Calder était Madame Peake, qui est sourde. Et elle le sait maintenant parce que sa petite fille le lui a crié au petit déjeuner. Elle croisa les bras. « Combien de temps? Combien de temps quoi? Depuis combien de temps venez-vous ici en tant que Monsieur Hale? Depuis combien de temps vous tenez-vous dans ma boutique, m'écoutant fulminer contre la négligence de votre propre domaine, sans rien dire? Dis-moi, dis-moi. » Elle le répéta comme si elle le pesait, de la manière dont elle pesait une dose. « Dis-moi, vous m'avez entendu vous traiter de négligent, d'insouciant et d'invisible. Vous m'avez entendu dire que le duc de Calder devait à ce village plus qu'il ne lui a donné. Vous m'avez entendu dire tout cela en face. Et vous avez hoché la tête et acheté votre écorce de saule. Et être rentré chez vous dans votre grande maison sans rien faire. Non, ce n'est pas juste. Vous avez fait quelque chose. Vous avez réparé le pont. Vous avez réparé la route. Vous avez répondu aux lettres. Vous avez fait tout ce que j'ai demandé. Vous avez tout fait. Et vous ne m'avez pas dit que c'était vous. Non. Pourquoi? Il resta silencieux. Elle le regarda de la manière dont elle regardait un patient qui décide de lui dire où il a mal. « Parce que vous m'avez parlé, dit-il enfin. Comme si j'étais un homme. Vous êtes un homme. Je suis un titre. Je suis un titre depuis l'âge de 12 ans. J'entre dans une pièce, et chaque visage se recompose autour de ce que je représente. J'ouvre la bouche, et les gens sont d'accord avec tout ce qui en sort. Non pas parce que j'ai raison, mais parce que contredire un duc est une chose qui ne se fait tout simplement pas. J'ai vécu toute ma vie d'adulte à l'intérieur d'une performance que les autres donnent pour moi. Et je ne peux pas les faire arrêter, parce que la performance n'est pas pour moi. Elle est pour le titre. Et le titre n'est pas quelque chose que je peux enlever. » Il posa ses mains sur le comptoir comme il l'avait fait 100 fois auparavant. Et elle vit qu'elle tremblait. « Sauf ici, dit-il. Dans cette boutique, en manteau simple avec un nom qui n'est pas le mien. Ici, pendant 1 heure par semaine, je n'étais pas le titre. J'étais un homme avec un mal de tête achetant de l'écorce de saule, à une femme qui lui disait la vérité. Vous m'avez dit que la route était une honte. Personne ne m'a dit que quelque chose était une honte en disant. Vous m'avez dit que le pont allait tomber. Vous m'avez dit que le toit de l'école fuyait. Vous m'avez dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur mon propre domaine. Et vous me l'avez dit parce que vous pensiez que je n'étais personne. Et vous avez parlé à personne de la manière dont vous parlez à tout le monde. C'est-à-dire, honnêtement, sa voix baissa. Je revenais chaque jeudi parce que vous étiez la seule chose honnête dans ma vie. Je vous ai laissé continuer à ne pas savoir parce que j'avais peur que si vous saviez, vous arrêteriez. Arrêtez quoi? De me regarder de la façon dont vous me regardez. Comme si je valais la peine d'être regardé. Pas le titre, pas la fortune. Moi. La boutique était très silencieuse. La cloche ne sonna pas. La lavande sur le comptoir sentait l'été. Et la lumière à travers la fenêtre en saillie tombait sur ses mains. Et Margaret Slade regarda le duc de Calder.
Elle vit ce qu'elle avait toujours vu. Un homme avec une mâchoire serrée et un mal de tête qui ne passait pas, et une habitude de porter plus qu'il ne pouvait tenir. « Vous m'avez menti, dit-elle. Oui, pendant 10 mois. Oui, vous m'avez laissé vous ouvrir tout mon cœur et vous n'avez pas ouvert le vôtre. Oui, et maintenant vous vous tenez ici et me dites que c'était parce que je vous parlais comme à un homme. Ce n'est pas une explication, votre grâce. C'est une confession. Et une confession, aussi vraie soit-elle, n'annule pas la chose qu'elle confesse. » Il baissa la tête. « Je sais. Je pense, dit-elle lentement, que vous feriez mieux de partir. » Il la regarda alors, et son visage était celui qu'elle avait vu une fois à l'église, fissuré, jeune et ruiné et effrayé. Elle avait vu ce visage sur des patients à qui on annonçait le pire. Elle avait appris à y faire face, sans broncher. « Je ne vous renvoie pas parce que vous êtes un duc, dit-elle. Je vous renvoie parce que vous n'avez pas été honnête avec moi. Et je ne peux pas vous regarder en ce moment sans voir chaque jeudi que vous avez laissé passer sans me dire la vérité. C'est ce que j'ai besoin que vous compreniez. Ce n'est pas le titre qui m'a blessé, c'est le silence. » Il partit. La cloche cliqueta. Elle s'assit sur la chaise et posa ses mains à plat sur le comptoir et respira. Elle ne le vit pas le jeudi suivant, ni le jeudi d'après, ni le jeudi d'après. Elle lui avait dit de partir et il était parti. Et elle l'avait pensé. Et elle avait eu raison de le penser. Et chaque jeudi matin à 10 heures, quand la cloche ne sonnait pas, elle sentait la justesse de sa décision comme une dent manquante, un vide dans la forme de ses jours que sa langue ne cessait de trouver, et ne pouvait laisser tranquille. Le village continua, le pont tint, la route était bonne, le toit de l'école ne fuyait pas. De nouvelles clôtures furent érigées au bord du communal. Un homme du domaine passait une fois par semaine maintenant avec un livre, demandant ce qui était nécessaire, le notant, agissant en conséquence. Le village, pour la première fois de la vie de Margaret, était pris en charge. Le domaine faisait ce qu'un domaine est censé faire, et le faisait bien et de manière constante. Et les gens de Thornfield, qui avaient l'habitude d'être négligés, commencèrent lentement à se tenir un peu plus droit, de la manière dont les locataires le font quand ils découvrent que quelqu'un fait attention. Margaret le remarqua. Elle remarquait tout. Elle remarqua que les soins arrivaient le jeudi, qui était son jour. Et elle remarqua que les soins ne s'arrêtaient pas quand il cessa de venir. Et elle remarqua que l'homme au livre, le nouvel intendant, M. Brooke, parlait du duc avec le respect tranquille d'un homme à qui on a dit d'écouter et d'agir, et de ne pas chercher d'excuses. Elle le remarqua et le classa à l'endroit où elle gardait de telles choses. Et elle continua de broyer la lavande et de mélanger les teintures, de tenir une boutique qui ne rapportait toujours pas, dans un village qui était lentement, soigneusement, ramené à la vie par un homme qu'elle avait renvoyé. Un soir d'octobre, elle se rendit à la chaumière de Madame Hadley pour voir le plus jeune enfant qui avait de la fièvre. Elle apporta le remède et s'assit avec l'enfant, et dit à Madame Hadley de garder la pièce fraîche et de donner de l'eau à l'enfant, et de l'envoyer chercher dans la nuit si la respiration changeait. Sur le chemin du retour, elle passa le pont. Elle s'arrêta et posa sa main sur la nouvelle pierre. Elle était solide. C'était du bon travail bien fait, le genre de travail qui dure. Elle se tint dans le noir, la main sur le pont que ses lettres avaient construit. Et elle pensa à un homme qui avait lu ses lettres et était venu à sa boutique le jeudi suivant sans rien dire. Elle y pensa différemment maintenant. Elle avait eu 5 semaines pour réfléchir, et la réflexion avait changé. De la manière dont une fièvre tombe et la pensée qui suit est plus claire que la pensée d'avant. Il avait menti. C'était vrai et c'était mal. Et elle n'allait pas prétendre que ce n'était pas le cas. Mais il avait aussi écouté. Il avait écouté comme personne dans sa vie n'avait écouté depuis la mort de son père. Entièrement, sans impatience, sans attendre son tour de parler. Comme si ce qu'elle savait valait la peine d'être su. Il avait écouté, et il avait agi. Pas pour la frime, pas pour le crédit. Il avait réparé le pont en secret, et la route en secret, et le toit en secret. Et il n'en avait pris aucun crédit. Et il avait été mortifié quand elle l'avait remercié, parce que les remerciements avaient atterri sur le mensonge et l'avaient aggravé. Elle se tint sur le pont dans le noir et pensa à ce que son père aurait dit. Son père avait été un homme pratique. Il aurait dit qu'un menteur qui répare un pont vaut plus pour un village qu'un homme honnête qui le laisse tomber. Il aurait dit que le péché était réel et que le pont était aussi réel. Et qu'une femme qui ne pouvait tenir qu'une seule vérité à la fois ne regardait pas assez attentivement.
Elle rentra chez elle. Elle s'assit à son bureau. Elle prit une feuille de papier et écrivit une lettre. Ce n'était pas une longue lettre. Elle était écrite de sa main claire et régulière. Et elle disait seulement ceci. Votre grâce, je vous ai dit une fois qu'un bon médecin traite le patient, pas le symptôme. Je pense que je devrais peut-être suivre mon propre conseil. Symptôme est le mensonge. Le patient est l'homme qui l'a dit. J'aimerais mieux comprendre le patient avant de décider si la condition est curable. Si vous le souhaitez, la boutique est ouverte le jeudi. Margaret Slade. Elle la scella. Elle la donna au transporteur le matin. Elle ne savait pas en l'envoyant s'il viendrait. Elle ne savait pas si elle voulait qu'il vienne. Ce n'était pas vrai. Elle le savait. Elle le savait depuis le pont. Il vint le jeudi suivant. Il vint dans son manteau simple parce qu'il ne savait pas comment venir autrement. Et il se tint dans l'embrasure de la porte de la boutique, avec la lettre à la main, et la cloche plate et lasse cliquetant au-dessus de lui. Et il la regarda, et elle le regarda, et aucun d'eux ne parla pendant un long moment. « J'ai reçu votre lettre, dit-il. Je vois ça. Vous avez dit que vous souhaitiez comprendre le patient. C'est exact. Par où voudriez-vous que je commence ?» Elle y réfléchit. Elle y réfléchit de la manière dont elle réfléchissait à un cas compliqué, avec soin et sans hâte. « Commencez par la mâchoire serrée, dit-elle. Je vous ai dit une fois que le remède est d'arrêter de tenir si fermement ce que vous tenez. Je pense qu'il est temps que vous me disiez ce que c'est. » Il le lui dit. Il le lui dit debout dans l'embrasure de la porte, puis assis sur la chaise qu'elle lui apporta, puis en marchant dans le jardin derrière la boutique, sous le mince soleil d'octobre, avec les herbes qui brunissaient et la saison qui tournait. Il lui parla de sa mère qui était morte quand il avait 12 ans, et de son père qui l'avait envoyé au loin. Et de la maison qui était devenue froide et silencieuse après. Il lui parla de Ferris et des années volées, et de la deuxième série de livres. Il lui parla des lettres qu'il avait trouvées, ces lettres, classées et sans réponse, et de la honte qu'il avait traversée comme une lame. Il lui parla de sa grand-mère, qui lui avait dit de dire la vérité, et à qui il n'avait pas obéi, et qui était morte avant qu'il ne puisse réparer les choses. Il lui dit à la fin, debout près du mur du jardin, le dos à moitié tourné, la chose qu'il avait portée le plus longtemps. « Je suis venu dans ce village parce que je voulais voir mon propre domaine avec des yeux honnêtes, dit-il. Je suis resté parce que vous m'avez donné des yeux honnêtes pour le voir, et je ne vous ai pas dit la vérité parce que vous étiez le seul endroit au monde où je pouvais n'être personne. Et n'être personne était le seul repos que j'avais. » Il se tourna. « Ce n'est pas une excuse. C'est seulement ce qui est vrai. Je vous ai menti, parce que votre honnêteté était la seule chose que je ne pouvais supporter de perdre. Et je l'ai perdue quand même. Et je mérite de la perdre. Et je suis ici parce que vous m'avez demandé de venir. Et parce que je ferai tout ce que vous me demanderez de faire. Et parce que j'ai passé 5 semaines sans le son de votre voix. Et je trouve que je ne peux plus le supporter. » Elle resta silencieuse un long moment. Le jardin était calme. Un merle chantait quelque part dans la haie derrière le mur. « Vous auriez pu me le dire le premier jour, » dit-elle. « Oui. Ou le 2e, ou le 10e, ou le 50e. Oui. Et chaque jour où vous ne me l'avez pas dit. Le mensonge a grandi et le dire est devenu plus difficile. Et vous l'avez laissé grandir parce qu'il était plus facile d'être gentil en secret que d'être honnête au grand jour. Oui. » Elle hocha la tête une fois, lentement, de la manière dont elle hochait la tête quand un diagnostic était confirmé. « Je sais ce que c'est, » dit-elle. « C'est la même chose que je fais dans cette boutique tous les jours. Je donne au village ce dont il a besoin, et je ne dis à personne ce que ça me coûte. Je les laisse penser que je m'en sors. Parce que l'alternative est de dire que je ne m'en sors pas. Je me noie depuis 3 ans, et personne ne l'a remarqué parce que je suis très doué pour retenir ma respiration. Je ne le dis pas parce que le dire signifierait être vu. Et être vu est la chose la plus terrifiante au monde, quand on a passé toute sa vie à être utile à la place. » Elle le regarda. « Vous et moi sommes le même genre de lâche, votre grâce. Nous portons tous les deux plus que nous ne le devrions, et nous cachons tous les deux le portage. Et nous appelons tous les deux ça de la force, alors que ce n'est que de la peur. La différence entre nous est que vous vous êtes caché derrière un faux nom, et je me suis caché derrière un vrai. Les deux sont des mensonges. Le vôtre était juste plus facile à découvrir. » Quelque chose bougea sur son visage. La fissure qu'elle avait vue à l'église s'ouvrit plus largement, et derrière, il n'y avait pas le duc, ni le titre, ni la fortune, mais seulement un homme qui avait été vu enfin. Vraiment vu par la seule personne au monde qui l'avait toujours vu.
même quand elle ne savait pas qu'elle le faisait. « Margaret », dit-il. C'était la première fois qu'il utilisait son nom. « Vous pourrez m'appeler ainsi », dit-elle, « quand vous l'aurez mérité. Vous ne l'avez pas encore mérité. Mais vous êtes plus proche qu'il y a 5 semaines, ce qui est un progrès. Et je suis une femme patiente, et j'ai beaucoup d'écorce de saule. » Quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire toucha le coin de sa bouche. Le presque sourire, l'endroit où le vrai vivait. « 1 shilling et 6 pence, dit-elle, pour l'écorce de saule. » Il paya. Il revint le jeudi suivant, et le jeudi d'après, et le jeudi d'après. Il vint en tant que lui-même. C'était le changement. Il vint dans son manteau simple, parce que le manteau simple était autant lui-même que le titre l'était. Mais il vint en tant que Nathaniel Ashworth, duc de Calder. Et il ne le cacha pas, et elle ne fit pas semblant de ne pas le savoir. Et le village ne fit pas semblant non plus. Le village, il faut le dire, prit la nouvelle avec le calme pratique des gens qui ont des choses plus importantes à se soucier qu'un déguisement de duc. Ils avaient vu M. Hale aller et venir pendant 1 an. Ils avaient vu le pont réparé, et la route refaite, et le toit de l'école réparé. Ils tirèrent leurs propres conclusions, et leurs conclusions furent favorables. Parce que l'homme avait fait le travail. Et le travail est la seule langue qu'un village respecte vraiment. La vieille Madame Peake, quand on lui dit enfin qui était M. Hale, dit seulement « Je savais qu'il n'était pas un commis. Les commis n'ont pas des mains comme ça. » Et elle retourna à son thé. La cour, si on pouvait l'appeler ainsi, ne ressemblait à aucune cour que le comté avait vue. Il n'y eut pas de bal, il n'y eut pas de salon, il n'y eut pas de calèches envoyées, ou de fleurs livrées, ou de notes échangées par des domestiques. Il y eut un homme qui venait à une boutique chaque jeudi et apprenait les noms des herbes. Il y eut une femme qui lui apprit à broyer la lavande et à mesurer une teinture, et à poser une attelle pour un doigt cassé. La dernière chose qu'il pratiqua sur lui-même, maladroitement. Tandis qu'elle regardait et ne riait pas. Puis riait, parce que c'était très mauvais. Et le rire défit quelque chose en eux deux, qui avait été tenu trop serré trop longtemps. Il lui apporta ses comptes. Pas les comptes du domaine. Ceux-là étaient pour l'intendant. Mais ses propres comptes de maison, ceux sur lesquels la grande demeure fonctionnait. Le linge et la cuisine, et la cave et le charbon. Il les apporta parce qu'il l'avait entendu dire une fois qu'un registre est la seule pièce honnête au monde. Et il voulait qu'elle voie que sa maison, au moins, essayait d'être honnête. Shem les parcourut de sa petite main régulière et trouva 3 erreurs sur la première page. « Votre gouvernante ne vous vole pas, dit-elle. Mais elle ne vérifie pas les factures du chandelier. Et le chandelier vous facture 2 pence de trop sur chaque livre de bougies. Sur 1 an, cela fait... » Elle fit le calcul dans sa tête le temps qu'il cligne les yeux. 46 shillings. Vous brûlez 4 livres par an en bougies trop chères. Je parlerai au chandelier. Vous ne le ferez pas. Vous parlerez à votre gouvernante. Si elle ne peut pas vérifier ses propres factures, elle ne fait pas son travail. Si elle peut les vérifier et ne l'a pas fait, c'est une autre affaire. Quoi qu'il en soit, le problème n'est pas le chandelier. Le problème est que personne dans votre maison ne regarde. Vous feriez une gouvernante terrifiante, Mademoiselle Slade. Je ferai un grand nombre de choses terrifiantes, votre grâce. On ne m'en a simplement pas donné l'occasion. Il la regarda de l'autre côté de la table, avec le registre entre eux et la bougie qui se consumait. Et il dit très doucement, « J'aimerais vous donner l'occasion. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle n'était pas une femme qui répondait aux choses tout de suite. Elle était une femme qui mesurait et pesait et considérait. Et elle considéra maintenant avec tout son être ce qu'il disait et ce que cela signifierait. « Vous me demandez de vous épouser, dit-elle. Je le fais, pour une facture de chandelier. Pour une facture de chandelier et un pont et une route. Et 10 mois d'écorce de saule, et un mensonge que je vous ai dit, et une vérité que vous m'avez dit. Et un village qui vous fait plus confiance qu'il ne me fera jamais confiance. Et une maison qui a plus besoin de vous qu'elle ne le sait. Cela fait beaucoup de raisons. C'est vrai, j'ai beaucoup de raisons. Je les ai depuis un certain temps. J'attendais le bon moment. Et le bon moment est une facture de chandelier. Le bon moment est maintenant. Une femme très sage m'a dit que le remède pour ne pas trop serrer est de lâcher prise. Je lâche prise, Margaret. Je vous le demande non pas parce que vous êtes utile, bien que vous soyez la personne la plus utile que j'ai jamais rencontrée. Je vous le demande parce que vous êtes la seule personne au monde qui m'ait jamais regardé et vu l'homme au lieu du titre. Je vous le demande parce que sans le son de votre voix un jeudi matin, ma vie est une grande maison froide sans personne dedans. Je vous le demande parce que je vous aime.
Je vous aime depuis que vous m'avez dit que mon mal de tête n'était pas un mal de tête. Je vous aime depuis que vous avez touché ma main par-dessus le comptoir et m'avez remercié pour un pont, que j'étais trop lâche pour revendiquer. Je vous ai aimé, et j'ai eu peur de le dire. Et je n'ai plus peur maintenant, parce que vous m'avez appris que serrer fort n'est pas de la force. C'est seulement de la peur. Elle le regarda pendant un très long moment. La bougie brûlait. La boutique était sombre en dehors du cercle de sa lumière. La cloche plate et lasse était suspendue au-dessus de la porte, et les herbes se tenaient dans leurs bocaux, et toute la pièce silencieuse retenait son souffle. « Oui, dit Margaret Slade, à une condition. » Il attendit. « Vous réparerez cette cloche, dit-elle. J'écoute son cliquetis depuis 3 ans, et ça me rend doucement folle. Et si je dois être une duchesse, j'aimerais au moins laisser derrière moi une boutique avec une cloche qui sonne juste. » Il la répara le lendemain matin. Il la répara de ses propres mains, avec un nouveau ressort et un battant approprié. Et quand ce fut fait, elle sonna clair et brillant, et toute la rue principale l'entendit. Et Margaret, debout derrière le comptoir dans son tablier, l'entendit et sourit. Un vrai sourire, le premier qu'il lui ait jamais vu donner sans réserve, et il pensa qu'il aurait réparé toutes les cloches d'Angleterre pour le voir. Ils se marièrent discrètement à l'église de Thornfield la dernière semaine d'octobre, avec tout le village entassé dans les bancs, et pas de place à perdre. Elle portait une robe grise, pas blanche, parce qu'elle n'avait jamais été une femme qui prétendait que les choses étaient ce qu'elles n'étaient pas. Et le gris était ce qu'elle avait, et le gris était ce qu'elle était. Et elle n'allait pas commencer à être autrement pour une bague. La chaise de la douairière dans le banc de devant fut laissée vide. Un petit bouquet de lavande tardive y reposait, noué d'un simple ruban. C'était la lavande de Margaret, du jardin derrière la boutique. Elle l'avait coupée ce matin-là, et l'avait nouée et placée là elle-même. Pour une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée, qui avait une fois refusé le paiement pour un bras cassé, et dont on s'était souvenu pendant 30 ans. La vieille Madame Peake était assise au 2e rang et pleurait franchement. Madame Hadley amena ses 5 enfants, y compris le garçon dont Margaret avait guéri la toux, et il dormit pendant tout l'office sur l'épaule de sa mère. Après le mariage, Margaret remonta la rue principale une dernière fois. Elle passa devant la boutique avec sa porte bleue, fraîchement repeinte maintenant, et sa fenêtre en saillie, et sa cloche qui sonnait juste. Elle avait donné la boutique à une jeune femme de Kell, qui avait été la dernière patiente de son père, et qui connaissait ses herbes, et qui soignerait le village. Elle avait appris à la fille tout ce qu'elle pouvait en 3 semaines. Le reste, dit-elle, la fille l'apprendrait en faisant, ce qui est la seule façon d'apprendre quelque chose qui vaille la peine d'être su. Elle remonta la route de Thornfield avec son mari à ses côtés. Ils marchèrent en silence pendant un moment, parce qu'ils étaient tous deux des gens qui ne remplissaient pas le silence de bruit, et parce que le silence entre eux était devenu, au cours d'une année de jeudi, un langage à part entière. En haut de la colline, là où la route tourne vers la lande et où le village disparaît derrière la crête, elle s'arrêta et regarda en arrière. Le village s'étendait en dessous d'eux dans la lumière d'automne. Le pont solide sur le ruisseau, le toit de l'école entier, la route lisse. La fumée s'élevant de 40 cheminées, dans un ciel de la couleur de l'argent martelé. C'est un bon village, dit-elle. C'est vrai, il sera meilleur. Il le sera si vous l'écoutez. J'ai l'intention de l'écouter chaque jour de ma vie, dit-il. J'ai l'intention d'écouter la seule personne qui a toujours su ce dont il avait besoin. Elle a eu le courage de le dire. Elle le regarda, et ses yeux gris étaient calmes et clairs, et totalement sans peur. Alors nous ferions mieux de rentrer à la maison, dit-elle. Votre grâce, il y a une facture de chandelier qui attend, et j'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet. Il rit. Ce n'était pas une chose que le comté avait entendue du duc de Calder auparavant. Et le son porta clair et chaud, en bas de la colline jusqu'au village, où Madame Peake l'entendit de son jardin, et hocha la tête une fois, et dit à personne en particulier. Voilà, je vous avais bien dit qu'il n'était pas un commis. La grande demeure du manoir de Calder était un endroit froid quand Margaret y entra, et elle ne fit pas semblant du contraire. Elle traversa les pièces le menton droit, et les mains le long du corps, et les clés de la douairière à sa taille, parce que Nathaniel les lui avait données le matin du mariage, et avait seulement dit « Ma grand-mère aurait voulu que vous les ayez ». Elle prit la maison en main, de la manière dont elle prenait tout en main, silencieusement, sans chichi, et avec une minutie qui ne laissait aucun coin inexploré et aucune facture non vérifiée. En 1 mois, la gouvernante avait appris à compter ses bougies. En 2, les comptes de la cuisine étaient carrés.
En 3, la grande demeure fonctionnait, comme elle n'avait pas fonctionné en 15 ans, proprement, honnêtement, et sans un seul sou gaspillé, ou un seul domestique négligé. Elle ne s'arrêta pas à la maison. Elle ne le pouvait pas. Elle était Margaret Slade, et elle ne supportait pas le gaspillage. Et un village qui avait été gaspillé pendant une décennie était une blessure qu'elle ne pouvait laisser sans pansement. Elle se rendit aux chaumières des locataires. Elle parcourut les champs. Elle connaissait le drainage et le sol et la configuration du terrain, parce qu'elle l'avait parcouru toute sa vie. Et elle connaissait les gens, parce qu'elle les avait soignés et pensés. Et s'était assise avec eux pendant leur fièvre et leurs accouchements et leur deuil. Elle était, sans titre et sans chichi, exactement ce dont le domaine avait besoin depuis très longtemps. Une femme qui pouvait voir l'ensemble d'une chose et ne reculait pas devant ce qu'elle voyait. Un matin clair au printemps de l'année suivante, Margaret se tenait à la fenêtre du salon qui avait été celui de la douairière. Regardons par-dessus le parc vers le village. L'avenue de Tilleul était en feuilles. Le mur était réparé. L'allée était lisse. Derrière elle, sur la table de cartes, les cartes de la douairière étaient toujours là où elles avaient été laissées. Margaret ne les avait pas déplacées. Elle ne pensait pas qu'elle le ferait. Nathaniel entra. Il se tint un instant dans l'embrasure de la porte, regardant sa femme contempler la terre qu'elle avait faite sienne. « La facture du chandelier est réglée, » dit-il. Il a accepté le prix correct. Il avait, je pense, un peu peur de vous. Bien. La peur est un excellent moteur chez un commerçant. Et chez un duc, elle se tourna. Chez un duc, je préfère l'honnêteté. C'est plus difficile à trouver et ça dure plus longtemps. Il traversa la pièce et se tint à côté d'elle devant la vitre. En dessous d'eux, loin en bas de la colline, le village de Thornfield vaquait à ses occupations matinales. La fumée s'élevait des cheminées. Une charrette se déplaçait le long de la rue principale. Au bout de la route, la porte bleue de la boutique de l'apothicaire captait la lumière. « Elle vous manque, dit-il. Chaque jour. Elle me manquera toujours. C'était l'endroit le plus vrai où j'ai jamais été. Plus vrai que ceci. » Elle y réfléchit de la manière dont elle réfléchissait à tout, honnêtement et sans hâte. « Ceci devient vrai, dit-elle. Ce n'était pas vrai quand je suis arrivé. C'était une grande maison froide pleine de silence. Ça devient vrai parce que nous la remplissons de la chose dont mon père disait qu'une maison a besoin plus que tout. Qu'est-ce que c'est? Une personne qui est prête à la regarder et à voir ce qui est vraiment là, et à ne pas détourner le regard. » Elle prit sa main. C'était un geste simple, le genre qu'elle avait toujours donné sans cérémonie, sans performance. Une main posée dans une main parce qu'elle voulait y être. « Je vous ai regardé pendant 10 mois et je n'ai pas vu un duc, dit-elle. Vous m'avez regardé pendant 10 mois et n'avez pas vu une épouse. Nous avions tous les deux tort et nous avions tous les deux raison. Et tout est sorti à la fin parce qu'aucun de nous ne pouvait s'arrêter de regarder. » Il lui tint la main. La lumière du matin entrait par la fenêtre. La grande maison respirait autour d'eux, se réchauffant lentement, de la manière dont un champ gelé se réchauffe quand le printemps le trouve enfin. Elle était venue dans son village pour disparaître dans l'utilité. Il était venu dans sa boutique pour disparaître dans l'anonymat. Aucun d'eux n'avait disparu du tout. Ils avaient seulement, par la route la plus longue et la plus obstinée imaginable, trouvé la seule personne qui pouvait les voir en entier, et n'avait pas peur de ce qu'elle voyait. La cloche au-dessus de la porte de l'apothicaire sonne juste maintenant. La jeune femme de Kell la maintient huilée. Et chaque jeudi, sans faute, le duc et la duchesse de Calder descendent la route de Thornfield ensemble, bras dessus, bras dessous, en manteau simple. Elles passent la porte bleue et s'assoient dans le jardin derrière la boutique et boivent du thé au soleil. Et le village ne fait pas la révérence et ne fait pas d'histoire et ne recompose pas son visage. Il hoche seulement la tête et dit bonjour et va à son travail, parce qu'un village dont on a pris soin reconnaît les siens. Que les deux personnes dans le jardin, l'homme qui a caché son nom et la femme qui a caché son cœur, ont enfin cessé de se cacher l'un de l'autre. Ils ont cessé de se cacher d'eux-mêmes. Et la cloche sonne juste. C'est une petite chose, une cloche réparée dans une boutique de village au bout d'une longue route. Mais c'est le son le plus vrai de tout le comté. C'est le son d'une chose remise en ordre. Merci d'avoir écouté l'histoire jusqu'au bout. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez et ce que l'histoire vous a fait ressentir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.